merci beaucoup. Merci d'abord au Crémis pour l'invitation, pour l'occasion de discuter aujourd'hui autour de ce livre passionnant. Merci donc à Vincent Dubois aussi pour cet ouvrage qui est ambitieux et dont la lecture m'a vraiment captivée. J'ai beaucoup apprécié le croisement des perspectives et des échelles, puis évidemment la finesse extrême des descriptions, des analyses qui s'appuient quand même sur 2 décennies de recherche, donc qui sont vraiment très riches. C'est une lecture, d'ailleurs, qui m'a fait réaliser à quel point il reste des chantiers à explorer au Québec, là, dans le champ de la sociologie de l'État et de l'administration publique. Alors, voilà, ça suscite beaucoup de questionnements et de pistes. C'est difficile de choisir sur quoi intervenir parce qu'il y a tellement d'aspects du livre qui font écho à mes propres observations, à mes propres préoccupations comme chercheuse, mais aussi dans le cadre de mes fonctions au SFPQ. Dalia l'a mentionné, je travaille au service de la recherche au syndicat de la fonction publique, le syndicat qui représente donc les agents et les agentes de l'aide sociale et de l'aide à l'emploi au Québec. Alors, je suis, disons, aussi confrontée à ces questions-là à plus d'un titre. Donc, dans un premier temps, j'aimerais aborder la question de ce mot d'ordre politique là, que vous expliquez bien là, dans votre livre, un mot d'ordre qui résonne dans l'espace médiatique aussi, c'est le mot d'ordre de lutte à la fraude. Au Québec également, bien sûr, le poncif là, de la lutte à la fraude a été déterminant dans le débat public, il a été incontournable dans la justification du contrôle des assistés. J'aurais tendance à croire que cette figure-là du fraudeur, de l'assisté fraudeur, a été d'une prégnance variable dans le temps au Québec, très présente dans les années 80, d'ailleurs, à une époque importante de l'histoire de l'aide sociale au Québec, au moment d'une réforme majeure là, qui a créé de nouvelles catégories à l'aide sociale, hein, la catégorie des personnes aptes au travail versus la catégorie des personnes dites inaptes au travail. C'est l'époque de la création aussi d'une nouvelle fonction, celle des agents vérificateurs au Québec qui allaient faire des visites à domicile, qu'on a surnommé au Québec les boubous-macoutes. Certains s'en souviendront certainement. Mais c'est aussi une période, de façon plus globale, une période de prétendue crise des finances publiques. Hein. On est en plein dans le tournant néolibéral, une période où le chômage a vraiment atteint des proportions inégalées. Il y a une augmentation importante à cette époque-là du nombre de personnes assistées sociales et aussi une transformation du profil de ces personnes-là qui se retrouvent à l'aide sociale, donc dans un contexte de chômage très, très élevé. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là, au Québec, je pense que le discours autour de la lutte à la fraude s'est enraciné sérieusement. Il a été présent depuis ce temps-là, il n'a jamais vraiment disparu. Au milieu des années 90, on atteignait au Québec un sommet là, dans le nombre de personnes à l'aide sociale. Alors, ce discours-là, c'est bien entretenu. Mais je dirais que depuis quelques années, avant la pandémie, là, on était dans une période soi-disant de plein emploi. Hein. Je dirais que depuis quelques années, j'aurais tendance à penser que plutôt que la figure ou le spectre du fraudeur, c'est davantage celle de l'assisté, là j'emploie des stéréotypes évidemment, là, de l'assisté paresseux qui ressort. Puis là, je sais qu'on a parmi nous un chercheur qui s'est précisément intéressé à ces questions-là. Alors, il nous corrigera sans hésitation pendant la période de questions là, si j'erre là, dans mes réflexions qui sont un peu exploratoires. Donc, cette figure-là du paresseux, qui est évidemment pas, ces deux figures-là ne sont pas mutuellement exclusives, là, loin s'en faut. Mais on a vu cette nuance-là, je pense, assez clairement dans une réforme récente au Québec, une réforme de l'aide sociale qui visait les primo-demandeurs à l'aide sociale, les personnes qui déposaient une première demande d'aide sociale à qui on imposait la participation à un programme. Puis à ce moment-là, il y a eu énormément de battage médiatique autour de ce programme-là. Les discours ont beaucoup tourné autour de cette image-là des jeunes qui manquent de confiance ou qui manquent d'ambition, qui seraient victimes d'une certaine culture familiale de l'assistance. Hein? Un contexte donc où on parle, à mon sens,
beaucoup moins de fraude, du moins dans les débats publics, là, puis dans les discours officiels, même si occasionnellement, évidemment, le sujet ressort. Mais, alors ça, c'est pour la question de l'échelle politique, si on veut, et médiatique. Mais parallèlement, je dirais que au sein de l'institution, la trajectoire de rationalisation du contrôle que vous décrivez extrêmement bien dans votre livre, ben en fait, elle est, elle, beaucoup plus linéaire que le discours politique autour de la fraude, même, je dirais, dans une trajectoire tout à fait comparable à celle en France. Au Québec, le contrôle s'est intensifié à la faveur de toutes sortes de logiques, mais des développements technologiques, d'une certaine reconfiguration bureaucratique aussi, comme en France, qui a pris la forme aussi d'une spécialisation des fonctions de contrôle. On a vu apparaître des agents de conformité, des agents spécialisés dans le repérage des incohérences, etc. Une centralisation du contrôle aussi, puis bon, l'émergence aussi de la logique de la nouvelle gestion publique, la gestion par indicateur, les sites de récupération sont apparus, etc. Bref, c'est comme si à l'arrière-guichet, le contrôle des allocataires s'intensifie, alors qu'il fait peut-être moins l'objet d'un mot d'ordre politique, je dirais, depuis quelques années, au Québec du moins, ce qui pourrait d'ailleurs peut-être illustrer la relative là, autonomie du champ bureaucratique là, dans cette évolution-là. En tout cas, j'aimerais dans un premier temps savoir peut-être ce que vous pensez de cette lecture-là, en tout cas si vous souhaitez y réagir. Et dans un deuxième temps, je voudrais aborder la question de l'activation de l'aide sociale que vous évoquez d'ailleurs à quelques endroits dans votre livre, puis qui moi, personnellement, m'a beaucoup intéressée dans les dernières années. Comment ces deux aspects-là, d'une part, le traitement de la fraude, l'émergence d'une politique de contrôle des allocataires, et d'autre part, les politiques d'activation de l'aide sociale et toutes les nouvelles conditionnalités et la logique de contractualisation aussi qui l'entoure, comment ces deux aspects-là s'articulent au cœur des transformations de l'État social des dernières décennies. Parce que sur le plan du contrôle, il y a du contrôle des deux côtés, là, mais il y a quand même des distinctions importantes. Je parlerai évidemment du peu que je connais, c'est-à-dire la situation québécoise. Au Québec, du côté des agents d'emploi, le contrôle s'exerce dans un contexte infiniment moins cadré juridiquement que celui des agents du côté de l'aide financière. Les agents d'aide à l'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils modulent l'accès à des programmes d'aide à l'emploi, ils modulent l'accès aux formations subventionnées, et également, évidemment, ils modulent l'accès aussi aux allocations financières supplémentaires auxquelles ces participations-là donnent droit. Mais toutes ces décisions-là qui ont un impact important sur les personnes prestataires, ces décisions-là qui sont prises par les agents d'emploi ne sont pas justiciables dans le système québécois, ce qui est quand même une distinction fondamentale. Alors, ce contrôle-là, qui est essentiellement un contrôle des conduites, hein, un contrôle moral qui repose sur un jugement de la bonne volonté des pauvres, des personnes assistées à s'investir dans une démarche de réintégration de l'emploi, ben, ce contrôle-là, il n'est pas appuyé non seulement pas par de solides référents ni juridiques, mais pas par de solides référents normatifs non plus. Les critères sont relativement peu nombreux et surtout variables aussi d'une région à l'autre. Alors, c'est assez... ça permet aux agents d'emploi d'exercer d'avoir une marge de manœuvre, un pouvoir discrétionnaire qui est relativement plus important que du côté de l'aide financière. Même si, évidemment, cette marge de manœuvre-là aussi est l'objet de renégociation dans l'institution, parce que, bon, ces formes de contrôle-là sont liées, bien qu'elles se distinguent, comme je viens de le dire, mais après tout, il ne faut pas perdre de vue que ces contrôles-là visent exactement les mêmes populations. Puis vous parlez dans votre livre de ces prestations-là, puis je vais retrouver la citation, les prestations donc, qui cristallisent dans le débat public les soupçons d'abus dès leur création. Vous parlez de l'allocation pour parents isolés en France et le RMI. Au Québec, c'est exactement aussi ce qui se passe. Hein? Le contrôle du côté de l'aide financière comme du côté de l'emploi se concentre sur certaines catégories de personnes. La catégorie apte à l'emploi, donc dès sa création dans le milieu des années 80, a concentré les opérations de contrôle d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, sur le plan des prestations comme telles, du contrôle des prestations, j'ai ressorti des chiffres ce matin, puis il n'y a aucune équivoque possible.
c'est les personnes considérées aptes à l'emploi qui font l'objet des contrôles de façon absolument disproportionnée. Du côté de l'aide à l'emploi, les algorithmes vont aussi jouer un rôle pour sélectionner, pour cibler parmi cette catégorie-là des personnes aptes à l'emploi, les personnes dites plus proches du marché du travail, plus proches de l'emploi, à cause de différentes caractéristiques là, qui vont être modélisées. Ces personnes-là vont être dans la mire des services publics d'emploi, elles vont être convoquées, elles vont faire l'objet de suivi. On va intensifier les interventions qui les visent, qui sont officiellement là, destinés à favoriser leur intégration professionnelle, bien sûr. Dans les faits, l'objectif rejoint quand même d'assez près celui du contrôle des prestations, c'est-à-dire on vise des sorties du dispositif de l'aide sociale. C'est d'ailleurs assez évident là, dans la nature là, des cibles qui sont établies là, au sein de l'institution. Mais je vais conclure là-dessus. Les interventions de l'État du côté de l'emploi font partie donc du dispositif global de contrôle des prestataires, sont au cœur des mêmes tensions qui traversent le champ bureaucratique que les contrôleurs ou que les agents d'aide financière au Québec. D'ailleurs, au Québec, les agents d'emploi avec qui je suis en contact, disons, quasi quotidiennement, ont l'impression d'être de plus en plus menottés dans leur pratique, justement de leur côté à cause de l'irruption, je dirais, du mot d'ordre politique parfois dans leur travail, hein, qui surgit, disons, dans les consignes qu'on leur transmet. Par exemple, avec la mise en place en grande pompe d'un nouveau programme qui, du jour au lendemain, devient prioritaire et sur lequel les agents doivent concentrer toutes leurs énergies. Donc, d'une part, ce mot d'ordre politique-là qui est tout à fait présent dans le champ bureaucratique du côté de l'emploi. Puis d'autre part, les impératifs de la gestion par résultat qui sont extrêmement aussi déterminants dans l'expérience du travail des agents, l'obsession de la production de statistiques et finalement, c'est cette approche-là des parts statistiques qui finit par dicter l'essentiel de leur travail, en tout cas de leur point de vue. Donc, produire des données sur les interventions qu'ils font plutôt que faire des interventions comme telles. Alors, j'aimerais peut-être vous entendre, si vous vous sentez inspiré, là, sur la façon dont évoluent et dans quelle mesure sont intégrés ces deux volets-là du traitement bureaucratique des personnes assistées sociales en France depuis l'émergence des politiques d'activation. Alors, voilà, ça conclurait mon intervention. Merci beaucoup. Merci évidemment aux organisateurs, organisatrices. Je pense aussi là à Alexis, Audrey pour le soutien technique, la logistique à distance. Merci évidemment aussi à Vincent Dubois de nous donner l'occasion de discuter son travail. Donc moi aussi, j'ai trouvé le livre très stimulant, assez impressionnant, je pense pouvoir le dire, en raison évidemment de l'ampleur de l'enquête, sur plusieurs décennies, ça a été rappelé, en raison aussi de l'ampleur de l'analyse. Voilà, ça a été dit, hein, vous avez vu un peu la structure des chapitres là, du champ politique, appréhendé à partir des questions parlementaires. Il n'y a rien qui est laissé dans le contexte, je dirais. Le champ politique n'est pas appréhendé seulement comme un contexte, mais comme un objet de recherche en soi. Là, il y a une méthode via l'étude des questions parlementaires. Ensuite, on descend à la fin du livre aux interactions entre les contrôleurs et les bénéficiaires. On passe par l'étude du champ bureaucratique, les relations interinstitutionnelles, les mutations du métier de contrôleur. Bref, on a un tableau extrêmement complet, avec aussi quelques pistes annoncées de prolongement. Vous évoquez notamment une analyse spécifique à venir des lettres de dénonciation, hein, quand un bénéficiaire est dénoncé par un membre de son entourage, proche ou éloigné. Peut-être que vous pourriez en dire quelques mots. En tout cas, moi, ça a pas mal piqué ma curiosité. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais dire un tout petit mot de la manière dont j'ai lu le livre depuis mes propres spécialités. Alors évidemment, je l'ai lu
à la manière de Catherine aussi, hein, certainement, comme une contribution aux mutations, aux travaux sur les mutations de la protection sociale. Mais je l'ai aussi lu, et ce n'est évidemment pas sans lien, et c'est aussi ce que ce livre est, comme une contribution peut-être plus transversale à une sociologie des illégalismes, et plus spécifiquement, comme le disait Foucault, puis vous utilisez l'expression à plusieurs reprises dans le livre, à une sociologie de la gestion différentielle des illégalismes, hein. Alors, je ne veux pas du tout faire quelque chose, un exposé trop scolaire, mais donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi, à telle époque et en tel lieu, certains illégalismes sont sanctionnés et d'autres non. Pourquoi, s'ils sont sanctionnés, ils peuvent l'être différemment, plus ou moins sévèrement, via le système pénal ou via des juridictions spécialisées qui peuvent autoriser tout un ensemble d'arrangements, de négociations. Vous avez parlé de la question de l'administration fiscale, donc une négociation qui serait préalable à une hypothétique condamnation. Tout cela, évidemment, étant en lien avec les propriétés sociales des auteurs de ces illégalismes. Alors, une telle sociologie, elle exige, c'est là son intérêt, elle exige de suspendre a priori tout point de vue sur la nature des illégalismes concernés, en tout cas du point de vue du chercheur, pour interroger la manière dont les agents qui sont chargés de les gérer les perçoivent, comment ils en apprécient la gravité, comment ils les qualifient, in fine, comment ils les traitent, jusque parfois les sanctionner ou les renvoyer vers des juridictions pénales. C'est le cas dans votre livre, quand une anomalie repérée dans la déclaration d'un bénéficiaire est jugée correspondre aux critères juridiques de la fraude. Et on comprend là finalement, et de façon finalement assez hyper fidèle, on pourrait dire, aux théories ou aux approches constructivistes de l'étiquetage, que la fraude n'est pas le point de départ du livre, mais que c'est son aboutissement en tant qu'elle est finalement le produit du contrôle, hein. Et il ne faut pas là, je pense, entendre d'ailleurs simplement le produit des pratiques de contrôle, mais le produit de l'organisation croissante de ces pratiques depuis les années 90, hein, dans ce que vous nommez une véritable politique de contrôle. Alors l'analyse fine de cette gestion des illégalismes, et puis aussi la démonstration de son caractère différentiel, puisque c'est en fait une démonstration qui n'est jamais simple, il ne suffit pas de le dire évidemment. Elle engage cette analyse de la question des politiques publiques, des représentations médiatiques de la fraude, mais elle engage aussi le travail quotidien de tout un ensemble d'agents de l'État qui sont chargés donc d'identifier des anomalies, de dire ce qu'elles sont, et en conséquence de les traiter en mobilisant un ensemble disparate de normes juridiques, administratives, de dispositions professionnelles, etc. etc. Et on comprend là, je crois, à quel point finalement l'observation de l'État, mais d'un État qu'on pourrait dire en action là, ou en acte, à travers donc le fonctionnement de ses administrations, la pratique de ses agents, constitue un enjeu assez crucial des réflexions sur la production et la reproduction des inégalités sociales. Donc un intérêt assez direct pour nous, aux crémistes, puisqu'on a notre spécialité, notre créneau, c'est bien les inégalités sociales. Alors le principal problème auquel on se trouve confronté pour produire une telle sociologie, c'est qu'il faut pouvoir se donner les moyens de cette observation. Et ces moyens, ce n'est pas seulement des moyens théoriques ou épistémologiques, mais aussi c'est des moyens bêtement méthodologiques, ce qui exige que les administrations concernées s'ouvrent au jeu de l'enquête, se laissent observer, etc. Et pour faire lien avec ma propre expérience de chercheur, il y a de ce point de vue deux choses au moins qui m'ont frappé. La première, c'est la difficulté comme sociologue, comme chercheur, à accéder à certains lieux de l'État qu'on n'imagine pas nécessairement à première vue être les plus exotiques ou les plus lointains de nous. Alors, je vais juste raconter une petite anecdote. Pendant ma thèse que j'ai réalisée moi, à l'Université Paris-Nanterre sur l'administration du traitement pénal de la jeunesse, donc pour être plus clair, donc c'est l'équivalent français des centres jeunesse, dans l'équivalent français de centre jeunesse. L'un de mes amis, qui était mon collègue de bureau, Jean-Marie Pillon, il faisait sa thèse, lui, sur le traitement des chômeurs à Pôle emploi, donc l'équivalent français d'Emploi Québec. Et je me souviens qu'on se surprenait souvent de constater à quel point il était plus facile d'accéder au quotidien d'une prison pour mineurs qu'à celui d'une agence d'emploi. Alors, ça s'explique, bien sûr, si on pense que la politisation croissante de la question des conditions de détention contribue à réduire l'opacité des lieux pourtant les plus relégués de l'État, là où les lieux a priori les plus banals de son action restent en quelque sorte des chasses gardées de l'administration. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé,
c'est que cette difficulté d'accès, elle est peut-être, mais ça c'est une hypothèse que je lance un peu au vol, elle est peut-être plus importante encore au Québec qu'elle ne l'est en France. Et en tout cas, j'ai le sentiment, mais peut-être erroné, ça peut être l'objet d'une discussion, qu'il y a encore ici de nombreuses administrations publiques qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal, du moins sous l'angle de cette sociologie de l'État en acte. Alors Catherine, je pense qu'elle pourrait nous en dire quelques mots de ces échanges postdoctoraux. On en avait parlé, je me souviens, avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mais pour en revenir encore à mes thèmes de recherche, j'avais été par exemple assez surpris quand je suis arrivé ici en 2013 de constater que l'administration des centres jeunesse ait été au fond si peu étudiée sous cet angle. Alors il y aurait probablement, je pense, plusieurs raisons à avancer pour rendre compte peut-être de cet écart, peut-être les croisements moins fréquents au Québec qu'en France entre sciences politiques et sociologie, peut-être aussi le rôle des comités éthiques qui engagent en fait la question des découpages disciplinaires autour de certaines thématiques et qui rendent une telle approche de l'État non pas impossible, mais peut-être un peu moins évidente. Et je pense par exemple, pour le cas des centres jeunesse, au rôle prépondérant que jouent certaines disciplines appliquées. Alors, je pense notamment à la psychoéducation ou une certaine criminologie, et cela jusque dans les processus d'accès au terrain. Je me souviens que quand j'ai déposé ma toute première demande de certification éthique auprès du comité éthique associé au Centre jeunesse de Montréal, ma première interlocutrice, qui était quand même chargée d'évaluer la pertinence scientifique de mon projet, n'était autre qu'une collègue de l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et qui était aussi à l'époque directrice de l'Institut universitaire associé au Centre jeunesse de Montréal et qui avait au fond, et puis je ne lui en veux pas vraiment, hein, quelques difficultés à comprendre spontanément l'intérêt même de mon approche assez empirique, historique, ethnographique de l'État. Alors, je vous passe les détails et les longues discussions que ça a nécessité, mais j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup à dire sur les conditions de possibilité différenciées selon les thématiques, selon les pays, d'une telle approche de l'État en acte. Alors, si c'était possible, je trouverais intéressant que vous reveniez sur les conditions d'accès à votre propre terrain d'enquête et ce qu'elles nous disent des conditions de possibilité en France d'une telle sociologie de l'État qui, de loin, apparaît particulièrement dynamique dans les sciences sociales françaises. Et si d'ailleurs vous aviez des éléments à partager sur ce que vous savez des conditions de possibilité, de ces conditions de possibilité dans d'autres pays, je ne sais pas moi, vous parlez de la Grande-Bretagne, des États-Unis, en tout cas, je trouverais que l'engagement d'un tel regard comparé serait particulièrement instructif. Alors, pour en venir maintenant un peu plus à des questions de fond, j'ai été de mon côté personnellement très sensible à l'analyse si détaillée que vous faites de cette politique de contrôle. Et il me semble que s'il est un domaine du champ pénal où cette politique de contrôle s'exprime le mieux, et en tout cas dans les termes les plus proches de ceux que vous décrivez dans votre livre, ce serait probablement l'ensemble des dispositifs de suivi qui se déploient en dehors des murs de la prison, que l'on pense notamment à l'extension des suivis probatoires, des différentes formes de surveillance dans la collectivité, etc., qui se sont multipliées ces dernières décennies. Je me permets ici d'évoquer un récent livre de l'historien Guillaume Périssol. C'est un livre qui est paru il y a tout juste un an. Il s'appelle « Le droit chemin ». Je vous passe le sous-titre, un peu long, mais il compare, à partir d'archives judiciaires, les mutations du traitement des déviances juvéniles en France et aux États-Unis dans les années d'après-guerre, donc 1940-1950. Et son résultat principal est de montrer comment se consolide dans ces 2 décennies, mais avec ce qu'il perçoit comme une avance américaine, ce qu'il nomme un modèle de contrôle fondé sur le principe probatoire de la liberté surveillée, et un principe qui rompt partiellement, au fond, avec les plus vieilles institutions de discipline des pauvres, au sein desquelles les jeunes déviants étaient auparavant enfermés pour y être dressés, corrigés, etc. Alors, à partir de son livre, sans qu'il le dise exactement comme ça, on peut dire que ce modèle de contrôle, il se structure autour de 2 caractéristiques en tension que je retrouve moi-même assez fort dans mes propres travaux et qui me paraissent également assez présentes dans votre livre, en fait. D'un côté, première caractéristique, on a une forme d'humanisation
marquée par la valeur accordée à la relation duel entre le jeune et son éducateur, alors qu'on n'oserait évidemment pas appelé contrôleur, même s'il agit aussi un peu comme un contrôleur, et qui est chargé à la fois de l'accompagner, de le comprendre, pour qu'au fond le jeune se comprenne mieux lui-même, etc. Bon. Ça, c'est la première caractéristique. Et puis de l'autre, en un sens inverse, mais presque concomitant, une technicisation croissante de l'intervention via une logique de gestion des risques, et ici en particulier de gestion des risques de récidive, qui se matérialisera dans les années 80 et 90 par l'usage croissant d'outils standardisés visant la prédiction des risques de récidive. Alors, si je raconte tout ça, c'est que l'un des éléments cruciaux de la politique de contrôle que vous décrivez, c'est précisément l'usage aujourd'hui systématisé, vous l'avez dit un petit peu, de cette statistique prédictive qui est fondée sur le data mining et qui attribue des scores de risque d'anomalie aux dossiers des allocataires, scores de risque qui vont donc finalement orienter le regard des contrôleurs vers les dossiers les plus suspects. Et on comprend, il me semble, en vous lisant, que la clé de voûte de cette politique de contrôle, c'est finalement cette logique de gestion des risques que ne crée pas le data mining, mais que ce dernier vient étendre et systématiser. Alors là, ici, on voit que la politique de contrôle, elle est intimement liée aux réformes de l'État, de son management, puisqu'on imagine bien, même si vous ne le dites pas forcément comme ça, qu'attribuer des scores de risque, au fond, c'est optimiser le temps de travail des agents, ce qui, pour le coup, serait extrêmement proche de ce que j'observe, puisque aujourd'hui, à Montréal, chaque jeune délinquant qui est suivi dans la collectivité, il se voit attribuer une cote de risque à la suite d'un test standardisé, et qu'à chaque code va correspondre un certain nombre d'heures de travail, de suivi, de supervision, etc. Donc, on optimise comme ça les ressources humaines et les deniers de l'État. Alors, il me semble que dans l'architecture de votre raisonnement, cette optimisation par le data mining, elle s'articule à deux autres processus. Un, la standardisation du métier de contrôleur, qui répond à un nombre croissant de normes, de chartes, etc. Et puis deux, ce que vous nommez la déréalisation du jugement sur les situations, au sens, dont je vais juste le résumer rapidement, au sens où les considérations sociales sur les bénéficiaires sont de plus en plus évacuées au profit d'un regard technique, juridique sur les dossiers, ce que vous appelez le rigorisme. Et donc, si j'en reviens à cette tension que j'évoquais plus haut entre humanisation d'un côté et gestion des risques technicisés de l'autre, on a un peu affaire avec votre livre à un exemple frappant, saisissant, je dirais presque caricatural à le lire, caricatural, ce n'est pas vous qui caricaturez, mais l'institution qui se caricature elle-même, de la manière dont le second pôle de l'attention s'impose au premier. Et à ce titre, je trouverais intéressant le projet de réfléchir aux manières concrètes dont cette tension se décline dans tout un ensemble de champs, de pays, etc. Et si j'en reviens au suivi des jeunes délinquants, cette tension-là, elle est aussi extrêmement vive depuis les années 90, dans des termes qui me paraissent vraiment extrêmement proches de ceux que vous décrivez. C'est pour ça aussi que le livre m'a beaucoup stimulé, mais peut-être sans surprise au fond pour tout un ensemble de raisons qui tiennent aux finalités des systèmes de justice pénale et notamment parmi eux des systèmes de justice des mineurs. On peut dire que l'humanisation, qui est associée à une certaine éthique de la compréhension, elle conserve une place un petit peu plus importante dans la pratique quotidienne des acteurs, dans leur ethos professionnel, etc. Quoique, elle décline graduellement à mesure qu'augmentent les codes de risque des jeunes. Alors, ceci dit, et puis là, je terminerai par ça, ceci dit, cette tension, elle se décline de manière assez distincte en France et au Québec. Et ici, en effet, au Québec, je dirais, la technicisation de la gestion des risques, via donc l'usage des outils actuariels, elle apparaît presque totalement naturalisée, là où elle se heurte encore en France à de très importantes résistances dans le champ des professionnels de l'enfance et de l'adolescence, et en particulier dans l'administration que j'ai plus étudiée, à la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas dans le système français de justice des mineurs une politique de contrôle, au contraire, mais qu'elle prend des formes assez différentes, beaucoup moins technicisées, moins standardisées, moins déréalisées, probablement qu'on peut l'observer au Québec, et qu'on peut l'observer aussi en Amérique du Nord, dans les pays anglo-saxons. Puis je retrouve là finalement cette hypothèse de Guillaume Périssol d'une avance américaine, mais que lui décrivait à propos des années d'après-guerre, mais on la retrouve encore ici. Alors parmi l'ensemble des facteurs qui peuvent expliquer une telle avance américaine ou un retard français, parce que c'est comme ça que c'est souvent perçu, il y a, je crois, d'abord quelque chose de l'ordre du champ universitaire.
et du rôle historiquement joué au Québec par ces disciplines appliquées dont je parlais tout à l'heure, la psychoéducation, criminologie, dans la production d'innovations, de pratiques de pointe en matière de traitement de la délinquance. Et ce qui marque le cas français, au contraire, c'est, dans mon champ, c'est la politisation précoce du traitement pénal de la jeunesse et des finalités du métier d'éducateur, en particulier cette idée qu'on est là pour protéger les jeunes plutôt que de gérer les risques. Alors, cette politisation, elle est notamment portée par des groupes professionnels constitués. Je pense notamment aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, à leurs syndicats majoritaires, qui est de plus en plus fragilisé, mais qui pèse encore d'un certain poids dans les orientations politiques de la justice des mineurs. Alors, bien sûr, au Québec, cette question des finalités du métier se pose fréquemment dans le travail quotidien. Par exemple, quand un éducateur se demande s'il doit ou non dénoncer un jeune qui ne respecterait pas ses obligations de probation. Donc là, il se pose la question des finalités de son métier. Est-ce que je suis là pour l'aider, pour gérer le risque, pour protéger la société? Bon. Mais si elle se pose en situation, elle est en revanche que très peu portée collectivement, ça me frappe, et elle est dès lors, on pourrait dire, un peu sous-politisée. Et les agents des centres jeunesse apparaissent finalement d'abord comme des techniciens qui possèdent certes des marges de manœuvre, mais qui ont finalement très peu de pouvoir pour peser sur les orientations de leur administration et peser sur l'orientation de la justice des mineurs. Et je me demandais, et ce seront mes derniers mots, quel était au fond de ce point de vue l'état du métier de contrôleur, de ses instances représentatives, de la politisation de ses finalités, etc. Voilà, merci. Beaucoup à tous les deux pour vos remarques qui sont tout à fait intéressantes, riches, peut-être un peu trop riches pour que je puisse y répondre totalement. Donc, je vais essayer de synthétiser pour laisser aussi la possibilité d'une discussion avec d'autres participants et participantes. Oui, je suis d'abord, je vais prendre un peu dans l'ordre de mes notes, hein, ça sera peut-être un petit peu décousu, mais je vais essayer encore une fois de me plier à une sorte d'exercice de synthèse. Merci Catherine d'avoir insisté sur la variabilité de cette figure de l'assisté tour à tour, paresseux, feignant, tricheur, fraudeur, etc. C'est vraiment tout à fait central dans mon approche et j'espère que c'est assez net, c'est-à-dire que on entend souvent dire à propos de ce genre de questions, voilà, en tout cas dans le cas français, oui, c'est le retour au 19e siècle. Hein, parce que voilà, on serait en quelque sorte revenu à un modèle charitable et paternaliste avec le côté éventuellement punitif que pourrait avoir le paternalisme. Moi, ce que j'essaye de montrer, hein, c'est que même si la figure du pauvre valide qui abuse ou qui est oisif et donc paresseux et éventuellement s'adonnant à l'ivrognerie et à d'autres vices. Hein. Bon, évidemment, cette figure, elle est séculaire, chacun la connaît. Hein. Bronislaw Geremek, dans La potence et la pitié, en a montré l'histoire très longue. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, évidemment, tout ce dont on parle aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire, mais n'en est pas simplement la seule continuation, hein, et n'en est pas simplement une illustration contemporaine ou une sorte de retour à une forme de statu quo ante. J'essaie de montrer le plus finement possible comment, conjoncture par conjoncture, configuration sociopolitique par configuration sociopolitique, eh bien, cette figure prend des orientations éventuellement différentes, des importances différentes et des significations différentes. Bon, vous évoquiez effectivement le caractère hétérogène du discours politique. Bon, c'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu tout à l'heure dans ma présentation, c'est-à-dire que on peut dire que voilà, l'assisté fraudeur ou l'assisté non méritant, c'est une catégorie un peu attrape-tout, c'est-à-dire qu'on peut mettre derrière beaucoup de choses. On peut mettre derrière l'immigré. Ça, c'est absolument clair. On peut mettre derrière le potentiel travailleur qui préfère l'assistance à l'emploi. Et on peut mettre derrière l'État social lui-même, en fait.
puisque bon, ce discours politique qui est ciblé effectivement sur donc, les assistés fraudeurs est au moins pour une part tendu vers une critique du caractère exagérément dispendieux et des effets pervers, voire des effets de démoralisation que produirait l'État social, hein. Donc ça, on l'a très bien vu aux États-Unis, hein, dès la fin des années 60, début des années 70, hein, avec bon, ce que vous connaissez sans doute, hein, il y a une grosse littérature là-dessus, hein, sur voilà, comment euh, Nixon et autres néoconservateurs de l'époque ont agité la figure de la welfare queen dans une offensive contre le welfare tout court, hein, de la welfare queen au welfare mess, hein. Bon, il n'y avait qu'un pas qui a évidemment été très largement franchi. Donc voilà, il faudrait préciser à chaque fois le périmètre exact des usages, des connotations et des cibles qu'il y a derrière cette figure au demeurant changeante. Alors, votre autre remarque portait sur les, les rapports entre ces politiques de contrôle, ce renouveau, ce développement de pratiques de contrôle et l'orientation des politiques sociales dans un sens davantage d'activation et de contractualisation. Ça, c'est tout à fait net, hein, tout à fait évident. Alors, je ne vais pas ici revenir en détail, mais je le développe dans le premier chapitre, hein, comme vous l'avez vu. Bon, il faudrait redéfinir ce qu'on entend par contrôle, parce qu'en fait, les types de contrôle varient justement, hein, selon les contextes et selon les types de prestations sociales, hein, et vont, pour le dire vite, du simple contrôle de vérification des critères d'éligibilité, hein, donc la forme la plus bureaucratisée du contrôle, qui est assez proche de celle que j'observe, vers des contrôles qu'on peut dire comportementaux, hein, où là, on vérifie effectivement éventuellement la moralité, les pratiques, qu'elles soient d'ordre familial ou d'efforts de réinsertion, etc., etc. Bon, alors les évolutions contemporaines font que tout ça se mélange un petit peu et que derrière le contrôle proprement bureaucratique, eh bien, le gouvernement des conduites et le contrôle des comportements pointe son nez relativement rapidement. Et ça va évidemment de pair avec ce que vous évoquiez, donc les politiques d'activation, avec les logiques de contractualisation, ne serait-ce que parce que, bon, qui dit contrat, dit vérification du respect des engagements potentiellement contractuellement acceptés, hein. Bon, mais comme disait Émile Durkheim derrière à ma gauche, hein, tout n'est pas contractuel dans le contrat, hein, et donc tout ça s'inscrit toujours dans des rapports de force qui peuvent faire ça et là réapparaître des logiques que, pour le coup, en bonne logique foucaldienne, on peut appeler disciplinaire, hein. Ce que développent d'ailleurs donc trois auteurs sur lesquels je me suis pas mal appuyé, hein, Sauce, Fording et Schramm dans leur ouvrage sur les États-Unis intitulé Disciplining the Poor, hein. Il y a une sorte de trilogie comme ça, plus ou moins volontaire. Enfin, bon, voilà, il y a Regulating the Poor de Piven et Cloward qui date du milieu des années 70, Punishing the Poor de Vacan au début des années 90, et puis Disciplining the Poor de Sauce, Fording et Schramm plus tard, qui fait pas la synthèse entre les deux, mais qui, bon, Schramm étant lui-même élève de Francis Fox Piven, et plus de ce côté-là, mais intègre, enfin bref. Tout ça pour dire voilà, qu'il y a cet aspect potentiellement disciplinaire au sens au moins général et un peu métaphorique du terme, de veiller à une forme de régulation des conduites et des comportements, notamment, c'est ce que j'essaye de montrer dans le dernier chapitre, notamment dans le simple fait de rappeler les assistés à leurs conditions d'assister, de leur rappeler leurs devoirs, de leur rappeler que la situation dans laquelle ils sont ne peut pas être considérée comme acquise une fois pour toutes, qu'elle est nécessairement temporaire, provisoire, qu'ils ont donc des obligations et que cette situation d'assister, eh bien, les
si ce n'est forcément à des sanctions, en tout cas à des formes de surveillance, de contraintes bureaucratiques qui sont en quelque sorte, sans jeu de mots, cette fois, la contrepartie, hein, du bénéfice des aides qui leur sont octroyées. Alors, voilà comment on peut essayer de problématiser l'articulation entre ce type de pratique et des politiques d'activation. Parce qu'on pourrait se dire, et ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont très présentes dans une certaine expertise des politiques sociales et d'emploi et d'une certaine manière dans certains programmes institutionnels, que le contrôle, voire la sanction, sont des instruments de l'activation. Il y a des économètres, notamment aux Pays-Bas, son nom m'échappe à l'instant, mais je pourrais le retrouver si vous le souhaitez, qui a donc modélisé les effets des sanctions et de l'exposition au contrôle sur le retour à l'emploi. C'est les incitants négatifs. Donc, il ne s'agit pas. Voilà. Donc là, on est dans une rationalisation économique qui s'assume complètement comme telle. Voilà. Bon, c'est la vieille histoire de la carotte et du bâton. Bon, la carotte, ça marche moyennement, voire ça produit des effets contre-productifs. Eh bien, essayons autre chose. Et donc, la sanction, la contrainte, la coercition. Alors après, ça vaut ce que valent les modélisations économétriques qui sont totalement abstraites des conditions matérielles, pratiques dans lesquelles les individus sont placés. Et là, donc, les mêmes Soss, Fording et Schramm montrent, eux, y compris en produisant leurs propres statistiques, que tout ça produit des effets sur les personnes contrôlées et sanctionnées en termes d'augmentation de leur précarité, ça c'est assuré, alors qu'en termes de retour à l'emploi, c'est quand même nettement moins assuré, ou en tout cas, retour à quel type d'emploi, c'est une toute autre question, mais vous devinez sans doute assez simplement, assez facilement que ce n'est pas vers les emplois les plus valorisés, les plus stables et les plus rémunérateurs. Donc voilà, et d'où, bon, effectivement, comme vous le disiez, à propos du cas québécois, c'est exactement ce qu'on observe ici. Les aptes à l'emploi, donc ce qu'on appelait au XIXe siècle les pauvres valides, sont assurément les premières cibles du contrôle. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans un premier rapport que j'avais publié pour la Caisse nationale des allocations familiales qui avait été diffusé, j'avais montré, donc c'est en partie dans le livre, que les bénéficiaires ce qu'on peut appeler des pensions pour les personnes en situation de handicap, en l'occurrence ce qui s'appelle en France l'allocation d'adultes handicapés, étaient nettement moins contrôlés en fait que les autres. Bon, pour la logique que vous évoquez là, aussi parce que bon, la définition du handicap est produite par une commission, et donc c'est des choses qui sont déjà officialisées et qui échappent d'une certaine manière à l'administration de la protection sociale, qui ne vont pas, eux, décider qui est handicapé et qui ne l'est pas, mais néanmoins, il peut y avoir aussi des pratiques aux limites de la légalité ou des erreurs ou des abus, etc., etc. Et donc, pour la petite histoire, la diffusion qui m'avait échappé de ce rapport est allée jusqu'à la Cour des comptes, qui a pris comme argument les résultats de mon travail pour dire il faut contrôler davantage les handicapés. Ce n'était pas tout à fait, comme vous vous en doutez, le but initial de mon travail, mais voilà, on n'est jamais maître de la réception de son propre travail. Voilà, ensuite, bon, pour passer aux remarques de Nicolas, bon, je suis vraiment très sensible aux remarques liminaires, bon, quant au caractère transversal de cette approche. Alors, pour tout dire, bon, j'ai terminé un peu ce livre au pas de course parce que j'ai bénéficié l'année dernière d'une délégation au CNRS, donc l'équivalent d'un congé sabbatique, et il fallait absolument que je termine mon écriture avant de reprendre les cours, et donc j'ai terminé un peu épuisé l'écriture à la fin du mois d'août, et je me suis dit, bon, voilà, si j'avais eu 6 mois de plus, voilà, j'aurais davantage mis
en avant ce caractère éventuellement transposable, hein, plus généralisable de mon enquête, tout de même assez focalisée sur un cas. Donc, je suis d'autant plus ravi que la lecture, malgré tout, ce type de lecture soit malgré tout possible. Bon, je crois que aussi, hein, bon, on fait tous l'expérience du caractère parfois mutilant, hein, des découpages d'objets et des découpages disciplinaires ou sous-disciplinaires, bon, qui font que, bon, parfois, par ignorance d'une littérature spécialisée qui est voisine de son domaine de compétences, eh bien, on ne voit pas que des processus extrêmement proches peuvent se jouer ailleurs, alors qu'il faudrait pouvoir. C'est assez compliqué, surtout quand, par ailleurs, effectivement, ce travail se veut un peu totalisant et va dans des directions qui sont quand même assez variées. Mais c'est vrai que, bon, je suis peu formé, c'est le moins qu'on puisse dire, à la sociologie de la déviance ou à la sociologie de la police, par exemple, directement, même si j'ai lu des choses, et qu'il y aurait vraisemblablement des ponts à faire, plus que j'en ai fait quelques-uns, et plus que je n'ai pu en faire. Alors, pour répondre en deux mots sur, quant à la curiosité sur les lettres de dénonciation, bon, voilà, j'ai hésité à, à intégrer cette analyse qu'au demeurant, je n'ai pas encore vraiment terminé au livre, mais ça faisait quand même vraiment trop. Bon, j'ai constitué un corpus de peu près 200 lettres de motivation, de dénonciation, pardon, euh, qui a fait l'objet pour l'instant d'un traitement statistique. Alors, il y a plusieurs choses très rapidement que je peux dire. La première tient aux modalités, pour le coup, très différenciées dans le temps, très variables dans le temps, du traitement institutionnel de ces lettres. Et là, pour le coup, c'est vraiment un avantage de cette enquête au long cours, c'est-à-dire que au début des années 2000, lorsque je parlais de ça à mes interlocuteurs, le premier réflexe, c'était de dire: oh là là, mais monsieur, vous n'y pensez pas, la délation, ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, et donc, bon, les lettres de dénonciation, c'est à la poubelle directement. Alors, quand on creusait un petit peu, bon, on disait, bah oui, mais bon, si les descriptions sont très circonstanciées, et puis si les sommes en jeu sont importantes, là, on regarde peut-être, bon, alors on regarde si la lettre est signée, etc. etc. Aujourd'hui, ces états d'âme ont totalement disparu. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de constituer ce corpus assez facilement, parce qu'il a suffi que je demande à la personne chargée du contentieux, elle m'a sorti ces 3 classeurs, toutes les lettres de dénonciation sont traitées, archivées et font l'objet et sont devenues un élément statistiquement minoritaire, mais un élément jugé comme parfaitement légitime du déclenchement des contrôles. Donc, ce qui est l'un des multiples indicateurs de cette sévérité accrue, où finalement on fait flèche de tout bois pour autant que cela puisse servir une administration plus rigoureuse de l'octroi des prestations sociales. L'autre chose qui va sans doute faire l'objet davantage de ma réflexion dans un article que j'espère pouvoir écrire dans les mois qui viennent, c'est en fait c'est sur les lettres de dénonciation elles-mêmes et sur leurs origines et sur leur logique sociale. En fait, ce qui apparaît très très nettement, c'est que il y a un principe de proximité géographique, sociale, voire familiale, qui est absolument majeur dans la propension à la dénonciation. C'est-à-dire que voilà, sur les 200 lettres, il y a peut-être une lettre qui émane d'un propriétaire ou d'un employeur, mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment dans le cercle rapproché. Alors, ce qui peut, en première analyse, être interprété comme la marque des jalousies et des petites vengeances personnelles qui donc finalement instrumentent l'administration pour régler des différends privés, ce qui est évidemment pas faux. Je pense que sociologiquement, on peut aller plus loin. Je ne fais qu'énoncer l'idée parce que je n'ai pas le temps de la développer, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intensification des concurrences internes aux classes populaires, et de stratégies de distinction qui sont assez nettes, parfois carrément explicites de la part des dénonciateurs qui, en dénonçant, se situent du bon côté de la barrière et mettent à distance finalement ceux qui sont plus bas qu'eux, à la fois socialement, économiquement et moralement. Et il me semble que, voilà,
cette logique-là, combinée, ça fait un petit peu écho à ce que j'ai lu pour partie de la question qui m'était posée à l'écrit, hein, cette logique-là, combinée à une stigmatisation croissante des assistés dans le discours public, qui ne peut pas, au bout d'un certain moment, ne pas avoir d'effet sur les représentations ordinaires des bénéficiaires d'aide sociale, y compris par la part de ceux qui en sont objectivement les plus proches, peut être, je crois, un principe explicatif de l'augmentation, hein, j'aurais pu commencer par là, de l'augmentation du nombre de ces lettres de dénonciation et de leur teneur et des logiques qui président à leur existence. Alors, deuxième point que je voudrais aborder rapidement, je pourrais en parler très longuement, j'ai même écrit un chapitre là-dessus dans un ouvrage collectif dirigé par Didier Fassin sur, qui s'intitule If Truth Be Told, sur les pratiques de l'ethnographie et les publics des travaux ethnographiques, et donc moi, les publics en partie institutionnels. Bon, vous évoquez la question de voilà, comment les institutions se laissent observer. Et bon, alors ça a été assez compliqué. Bon, par parenthèse, je suis en train de travailler avec Jean-Marie Pillon sur un livre qui va être la suite de celui-ci, qui sera consacré plus spécifiquement au contrôle des chômeurs. Je referme la parenthèse. Mais effectivement, Pôle emploi, donc l'Agence pour l'emploi en France, est particulièrement fermée, particulièrement rétive à l'observation extérieure. C'est moins le cas de la Caisse nationale des allocations familiales sur laquelle j'ai enquêté, hein, pour toute une série de raisons, parce qu'il y a une forme de tradition un peu critique et de tradition d'ouverture aux sciences sociales avec une politique de recherche qui a été relativement importante. Donc voilà, ça n'est pas Pôle emploi pour autant. Ce qui est assez intéressant, c'est là aussi la comparaison dans le temps. C'est-à-dire, pour ma première enquête, ça a été en fait extrêmement difficile. Sans vouloir rentrer dans les détails, alors voilà, j'ai dû en fait passer par la voie contractuelle, donc demander, répondre à un appel d'offres, demander un contrat de recherche et un financement pour pouvoir rentrer, parce que je ne pouvais pas arriver comme ça uniquement sur la base d'un accord. Bon, ce n'était pas suffisant. Et donc, le projet scientifique a été immédiatement accepté, mais le contrat a mis 1 an et demi pour être signé. C'est juste un petit indicateur. Bon, voilà. Moi, j'avais commencé un certain nombre de choses pour un prétexte un peu fallacieux. 10 jours après la signature du contrat, il a été unilatéralement annulé, rompu par la directrice elle-même de la Caisse nationale des allocations familiales, parce qu'elle avait entendu que des craignait ce qu'on pouvait dire du contrôle. Donc, voilà. Il a relu, enfin bon, il a fallu une certaine persévérance. Et puis, dans les enquêtes, ça a été relativement compliqué. Certains contrôleurs allant jusqu'à demander de m'engager à témoigner si jamais ils faisaient eux-mêmes l'objet de poursuites pour atteinte au droit de l'intimité, enfin, non, c'est pas le terme qu'on emploie, il m'échappe à l'instant, là, mais enfin bref. Donc ça a été assez difficile. Par contraste, 12 ans après, 13 ans après, ça a été extrêmement facile. Alors ça tient à ma propre évolution et au fait que, mon propre statut vis-à-vis de l'institution, c'est-à-dire qu'entre-temps, le livre que j'ai évoqué, donc La vie au guichet, avait été identifié et avait été favorablement reçu par l'institution, donc j'avais une sorte de confiance, j'avais gagné une sorte de confiance à l'égard de l'institution, mais je pense que c'était aussi et surtout lié au fait que dans l'intervalle, ce qui était quelque chose qui était assez mal porté et qui gênait en fait beaucoup l'institution, était devenu une pratique naturelle, légitime, dont on pouvait parler et qu'on pouvait publiciser. C'était même un indicateur donc de transformation, cette fois, du statut du contrôle. Alors, voilà, je développe dans le chapitre, je vous y renvoie si ça vous intéresse, voilà. Ce que j'ai peu à peu constitué comme une stratégie, en tout cas que rétrospectivement je peux reconstituer comme une stratégie, c'est-à-dire que pour gagner la confiance,
j'ai presque dû jouer le rôle de l'expert aussi. C'est-à-dire que j'ai énormément investi dans des aspects qui sont peu rebutants pour le sociologue, qui sont des aspects très techniques, être très précis sur les textes, les circulaires, etc., etc. À tel point que, à part ceux qui dirigent vraiment les questions de contrôle, je pense que j'en connais beaucoup plus sur les politiques de contrôle que la plupart des cadres dirigeants de ces organismes. Mais c'était pour moi une manière de me protéger, c'est-à-dire que, je jouais l'impeccabilité technique de manière à ce qu'on ne puisse pas balayer mes analyses d'un revers de main sur le mode du encore un sociologue gauchiste qui va critiquer l'institution et le fait qu'on ne traite pas bien les pauvres. Voilà. Et ça a été une condition nécessaire pour la conduite des enquêtes qui s'est ensuite extrêmement bien passée. Pour l'instant, j'ai absolument aucun retour à propos du livre, on verra, mais